Excusez-moi, mon micro bugué, je vais la mettre tout de suite là. Ça marchait, pas de souci. Hop. Ok, on est parti. Donc, sur l'échauffement. Ben, la première des questions que je vais vous poser, dans vos séances, de façon générale, qu'est-ce que vous faites comme échauffement? À quoi ça peut bien vous servir? Je chauffe pas. Est-ce que c'est une tannée pour vous? Est-ce que c'est le moment de discuter avec les autres personnes qui sont dans la pièce pour la séance? Est-ce que ben, il y en a qui s'échauffent pas et qui attaquent? Comment vous fonctionnez? Moi, c'est une tannée pour moi. C'est une tannée pour toi, ok. Et en fait, je fais une montée en charge plutôt lente. Enfin, j'essaye de l'espacer. Mais Mhm. après, j'ai un peu de mobilité, mais enfin, moi, ça m'emmerde clairement. Ok. Et pourtant, on a vu que ça pourrait être utile d'augmenter la mobilité en haltéro, par exemple. Ouais, large. Ok. Et les autres, qu'est-ce que vous faites en échauffement? Et que ce soit en musculation, en haltéro ou dans vos sports respectifs, hein. Ça marche de la même façon, la construction d'un échauffement, en fait. Ouais, vas-y, Moi, pour moi, Mahamadou, dis-moi. oui. Allô, allô. Ouais, on t'entend, on t'entend. Pour ma part, moi, je fais beaucoup de mobilité avant une séance muscu ou classique. Ouais. Et ensuite, ben, je démarre par du vélo ou du cardio pour chauffer un peu le corps. Ouais. Et après, j'enchaîne directement. Ok. Bon. En général, c'est ce que à peu près tout le monde fait. On fait un peu de cardio, un peu de mobilité. Pour peu qu'on fasse les pecs, on va faire quelques. On va se donner bonne conscience en faisant du L-fly à l'élastique pour faire un peu les rotateurs externes. Et grosso modo, ça va s'arrêter là. On va voir pendant le cours que, en fonction du type d'entraînement, on ne va pas construire son échauffement exactement de la même façon. Donc, dans un premier lieu, on va définir l'échauffement, et ça, c'est un mec hyper intelligent qui n'est pas moi, qui l'aura défini. C'est Jürgen Weineck, qui explique donc que l'échauffement doit être structuré au même titre que les autres unités d'entraînement d'un programme. Donc, effectivement, je vais avoir différentes étapes à respecter pour mon échauffement, tout comme je vais avoir différents paramètres à remplir pour ma séance. De la même façon, on va essayer de construire un échauffement qui soit logique. Il définit par échauffement toutes les mesures permettant d'obtenir un état optimal de préparation psychologique et motrice avant un entraînement, une compétition, et qui joue en même temps un rôle important dans la prévention des blessures. Donc là, on a vraiment le but même, l'essence même de ce qu'est un échauffement. Être prêt, bah, soit à la séance, soit à la compétition, pour performer, mais aussi ne pas se blesser. Donc l'échauffement, il aura ces deux fonctions principalement. C'est un échauffement, c'est une mise en route autant physique que mentale. Souvent, autant en tant qu'athlète qu'en tant que simple adhérent d'une salle, on a un temps d'adaptation mentale en fait pour se mettre dedans. Ça se voit souvent. En général, quand on est jeune, les entraîneurs nous font faire un tour de terrain. Ils disent, allez, racontez-vous vos histoires de la journée. Par contre, dès que le tour de terrain il est terminé, on entre dans l'activité. En CrossFit, ça se fait aussi. Faites 5-10 minutes de vélo ou d'assaut. Finissez de discuter ou finissez de discuter pendant la mobilité. Et en fait, c'est une entrée en la matière progressive. Parce qu'effectivement, plus vous serez concentré, ben, plus vous serez performant et efficient sur la suite. Et ensuite, donc, ben, une prévention de blessure, parce que comme tu l'as dit à juste titre, Mahamadou, c'est que ben, de s'échauffer, je vais augmenter ma température corporelle et on va voir qu'il y a un mécanisme qui se passe dans notre corps qui, euh, qui nous permet de lubrifier nos articulations, de préparer nos muscles à l'effort, ce genre de choses. Donc, on s'échauffe effectivement pour prévenir des blessures, optimiser la performance, améliorer la mobilité d'une ou plusieurs articulations. Ça peut être vachement utile, par exemple, sur une compétition de force athlétique ou d'haltéro, où il y a une exigence pour la force athlétique d'amplitude, par exemple. Moi, là, tout de suite, je fais un squat, je suis un peu rouillé, je vais peut-être grincer des dents à faire mon quart de squat. Une fois que j'ai ma mobilité qui est faite, que je suis bien échauffé, pas de problème, mon ouverture de hanche, mobilité de cheville, etc., me permet facilement
de casser la parallèle sur mon squat. Donc, améliorer la mobilité d'une ou plusieurs articulations, ça va dans l'objectif de performance et de prévention de blessures. C'est vachement moins douloureux de faire un squat quand je suis bien échauffé que quand je suis un peu à froid. Le conditionnement mental, on l'a dit, bah, d'autant plus quand je m'apprête à faire une séance avec des charges conséquentes, il va être vraiment important de m'échauffer, autant physiquement que mentalement, et de me préparer à soulever, pousser, tirer cette charge. Et ensuite, préparer le cœur et les muscles à l'effort. C'est encore dans les sports collectifs, rugby, foot, on a toujours ce mec qui, à peine arrivé, prend un ballon, met un grand shoot dedans et clac, allez, 10 kilos à 10. Ça arrive toujours à tout niveau, j'imagine que même en professionnel, on a ce spécimen-là. Donc, à vous, en tant qu'éducateur et autant pour votre pratique personnelle, de sensibiliser à l'échauffement. C'est aussi le moment, pour vous, quand vous serez en activité de préparateur physique, de coach, c'est le moment de prendre en main votre groupe. Si dès l'échauffement, vous n'arrivez pas à cerner votre groupe, à l'intéresser et à le mettre dans l'activité, tout le reste de la séance, vous pouvez la jeter. Donc, ça a un intérêt tant physique, mental, que pour vous de gestion de la séance. Donc, ensuite, une activation du système cardio-pulmonaire. On l'a dit, je vais faire un petit peu de vélo, je vais enclencher mon muscle cardiaque. Il faut voir ça comme les vieux radiateurs en fonte. Un système central, il envoie l'eau chaude jusqu'aux extrémités et il revient. Si je ne suis pas assez échauffé, le sang qui va revenir de mes articulations va être froid, donc mon muscle cardiaque ne va pas être le plus efficient possible. Donc on va partir du principe où du moment où mes extrémités ne sont pas réchauffées, je ne serai pas assez échauffé. Ensuite, l'échauffement, ça aide à la vitesse de contraction musculaire. Fatalement, c'est un des élèves qui n'arrive pas à se connecter, non, on verra. Vous allez me demander de réceptionner des balles de tennis à froid ou à chaud. Je vais avoir un temps de réaction qui va vraiment être complètement différent. Donc, mon échauffement, il m'aide aussi à mieux contrôler mes connexions neuromusculaires. Je vais être beaucoup plus efficient dans OK, ça y est, c'est maintenant. Je réceptionne, je tourne la tête, j'évite, j'accélère. Et donc, ça englobe aussi les sensibilités sensorielles et motrices. La passe, elle n'est pas tout à fait ajustée. Je vais réussir à faire le pas de plus pour aller chercher mon ballon. Ma barre, ma trajectoire n'est pas optimale. Je vais être assez alerte en haltéro si ma barre est légèrement devant pour vite serrer mes omoplates, verrouiller mes coudes pour la stabiliser. Si je suis à froid, peut-être que je vais mettre une demi-seconde de trop et mon mouvement, il sera manqué. Donc ensuite, réduction des résistances élastiques, tendons, muscles et vicqueuse synoviale. Donc c'est ce qu'on disait, c'est que mon muscle, à froid, il est raide, il est dur. En m'échauffant, je vais permettre cette élasticité, et donc plus mon muscle permet cette élasticité, plus le rendement de force va être grand. C'est le principe d'une contraction, je viens éloigner mes points d'insertion pour les resserrer. Si mon muscle est à froid, l'éloignement ne se fait pas de façon optimale. Et donc, je vais avoir un moins bon répondant à l'exigence de ma charge. Et donc, on en vient justement à l'augmentation de la tolérance aux charges. En étant bien échauffé, je peux absorber beaucoup plus de charge que si j'étais à froid. Jusque-là, tout va bien? Ça va? Ouais, on est parti. Alors, on continue. Donc, comment on s'échauffe? C'est ce qu'on disait, c'est qu'en fonction de ma séance, du sport que je vais faire, je ne vais pas avoir exactement les mêmes exigences dans mon échauffement. On part toujours dans toutes les séances du plus général au plus spécifique. On part du principe où je vais me préparer à une séance de force ou d'haltéro. Je vais commencer par mon vélo, je vais commencer par de la mobilité générale. Ensuite, je sais que j'ai un petit souci de mobilité d'épaule ou de genou ou de cheville. Je vais orienter mon échauffement là-dessus. Et ensuite, je sais que pour l'haltéro, il faut que toute ma chaîne postérieure soit bien échauffée. Donc, je vais peut-être m'attarder un petit peu plus à faire du Superman, du Good Morning, du Kang Squat, là, le squat où je viens faire d'abord une flexion de tronc et ensuite ma flexion de genou, ce genre de choses. Et après, je vais prendre très vite ma barre pour avoir un échauffement spécifique de mes épaules, peut-être mes poignets, ce genre de choses. Si on prend un sport collectif comme le foot, par exemple,
mon échauffement cardio. Et souvent, après, on voit qu'on fait pas mal de balistique, les mouvements de balancier pour commencer à chauffer les muscles adducteurs, abducteurs, pour travailler mon ouverture de hanche. Je fais chauffer un petit peu plus mes ischios parce que on sait très bien que le risque il se situe par là, ce genre de choses. Après, il y a la préparation mentale. Un buteur au rugby il va s'échauffer d'une certaine façon, il va visualiser sa routine. En haltéro, en force athlétique, je vais me visualiser en passant ma barre. Je vais voir exactement les étapes de mon tirage, mon désengagement de genou, mon réengagement, mon point de puissance, ma triple extension. Tout ça, c'est de l'échauffement, c'est de la préparation mentale. On se met dans les meilleures conditions au préalable avant même de tirer sa barre. Et à mon échauffement, je prends en compte mon âge, mon niveau d'entraînement, la discipline, les pathologies, ce genre de choses. Je vais avoir, moi, perso, besoin de plus de temps, plus de mobilité à faire parce que, ça y est, j'approche de la trentaine, qu'un jeune, il va être peut-être beaucoup plus enclin à attaquer son... Je, je vois Bastien qui sourit, qui un jeune sera peut-être un peu plus enclin de commencer l'activité plus rapidement. La réalité de terrain, elle est là, hein. On se rapproche plus de la fin que du début de façon générale, donc il faut plus préparer notre corps à l'effort. Et ça, c'est fondamental. Et on le voit dans les sports collectifs, de plus en plus, on a des athlètes qui vieillissent bien, qui restent au haut niveau plus tard. Au rugby, on va voir l'exemple des Mahanonou, Sergio Parisse, qui à 35-37 ans sont encore au top. Ils se blessent très peu. L'âge fait qu'ils se connaissent de mieux en mieux et que donc, ils savent gérer leur bon échauffement, prendre le temps. Là, ils savent qu'ils peuvent envoyer un peu plus la sauce. Là, ils doivent un peu rester en retrait. L'âge, ce n'est pas forcément le déclin, c'est une meilleure connaissance de soi. Mais dans tous les cas, il faut le prendre en compte absolument. Et à l'inverse, en étant jeune, on sait qu'on est peut-être un petit peu plus fougueux, un peu plus impulsif. Donc, là aussi, il faut le prendre en compte pour ne pas aller trop vite. Ça marche dans les deux sens. Et ça, ce sera votre rôle en tant que prépa, en tant que coach. C'est la connaissance de votre public de façon générale. C'est les cours que vous voyez avec Loïc. Mais c'est aussi la connaissance de votre athlète. Et ça, c'est votre métier de toujours être dans l'échange et de trouver une routine qui correspond à votre athlète. Je peux avoir un groupe de 30 joueurs. Oui, encore une fois, je pars du général. 10 minutes de mobilité ou 15, 10-15 minutes d'échauffement tronc, sangle abdominal et recteur du rachis. Et ensuite, ils ont 10 minutes en autonomie peut-être. Moi, je sais que je suis sensible à j'ai les épaules qui roulent. Moi, j'ai besoin de faire de la mobilité de hanche. Moi, j'ai le tendon d'Achille qui tire un peu. J'ai mon petit protocole de Stanish qui est mis en place pour moi. Ça, c'est à vous de le mettre en place dès le départ et de sensibiliser vos athlètes, vos jeunes, vos adhérents à ça. On part du général pour se rapprocher au plus spécifique, tant de l'activité que de l'athlète. Il n'y a pas de questions jusque-là, c'est OK pour vous? Si, du coup, euh, donc si on a un groupe, enfin, on a le cas au CrossFit, on est maximum 12. Ouais. Du coup, tu préconiserais plus de faire un truc un peu général et après de faire un petit échauffement par rapport aux bobos qu'il peut y avoir de certains ou Ou alors dans le sens inverse. dans le sens Je inverse. sais que c'est plus difficile de dire commence à faire ton protocole. On part de le tendon d'Achille un petit peu sensible. Fais ton protocole de Stanish en premier et après tu t'échaufferas avec les autres. C'est peut-être un peu galère. Alors que toi, tu as timé ton échauffement général et que tu sais qu'avant de débuter ton WOD, il reste 10 minutes et que chacun met ses 10 minutes à profit en fonction de ses besoins, D'accord. c'est toi qui es maître du temps. Alors qu'à l'inverse, si tu les laisses commencer, peut-être qu'ils vont déborder sur ton échauffement. Alors que là, non, le WOD, il commence à cette heure-là, c'est parti, quoi. L'échauffement, c'est toujours plus dur à cadrer. Et encore une fois, c'est que j'échauffe globalement mon corps pour ensuite aller vers le spécifique. Donc, c'est difficile de commencer par les petits bobos et ensuite de faire de l'échauffement général. Ok. J'ai entendu quelqu'un aller parler, mais j'ai pas vu Ouais, qui. c'est bon. Ouais. CrossFit, est-ce que le warm-up, c'est considéré comme un échauffement ou c'est trop... Warm-up, ça veut dire échauffement en anglais. Ouais. Sauf que là encore, le souci des salles de fitness, box de CrossFit de façon générale, c'est que tu pars du principe où c'est un cours collectif, donc c'est très difficile de
s'attarder sur l'individualité en termes de petits bobos. Donc ça, c'est à vous peut-être, dans vos box, de sensibiliser le coach en place, s'il ne le fait pas encore, bah, juste de donner un tout petit créneau à la fin de l'échauffement, d'échauffement spécifique. Donc, s'il faut commencer 5 minutes avant, bah, ces 5 minutes, elles sont salvatrices parce que, ben, encore une fois, la prévention de blessure, il n'y a rien de tel. Autant dans un but commercial, putain, ça fait un an que je suis au CrossFit, ça fait un an que je suis au foot, au rugby, bah, le coach, il ne doit pas être dégueulasse, ou le prépa, il ne doit pas être dégueulasse, je ne me suis pas pété. À l'inverse, bon, on s'échauffe vite fait parce que le WOD, là, il commence dans 5 minutes. Clac, allez, c'est parti. Et là est la problématique, la gestion du temps. Donc oui, le warm-up, c'est un échauffement général, mais ça dépend des box. Pour savoir où tu es en stage, il me semble quand même que il fait plutôt attention à la mise en place dans les échauffements. Il fait prendre le temps aux gens de s'échauffer individuellement quand même en général. Donc, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Tu es à CPX, hein, c'est ça? Non, non, je suis avec Tanguy. Ah, avec Tanguy, oui, ah bah oui, bah, je le connais d'autant plus aussi. Oui, oui, lui qui est rouillé de tous les côtés, il prend le temps. Ouais, c'est ça. On passe à la suite. Lully, en 1973, établit scientifiquement qu'une augmentation de 1 degré de la température intramusculaire correspond à une amélioration de 13% de réaction cellulaire. De la même manière, on constate que 2% d'augmentation de force s'opère par degré d'élévation de température. Lully situe à 39 degrés le rendement optimal des muscles et tendons, mais également pour le système nerveux central ainsi que les structures articulaires. Ça, c'est hyper important. On nous prouve scientifiquement que mieux je suis échauffé, plus je vais être performant et moins je risque de me blesser. Je vais avoir une meilleure véhiculation de l'oxygène, ma force et mes connexions neuromusculaires vont être beaucoup plus optimales. Ben, pourquoi je ne mettrais pas à profit ce temps-là pour être meilleur? On a une indication assez précise, 39 degrés. Alors c'est très dur, hein, vous allez me dire comment je sais que mon mec il est à 39 degrés. Et on réagit d'autant plus pas tous pareil. Les sports d'extérieur, c'est encore plus difficile d'opérer un bon échauffement et d'être sûr que les joueurs, les athlètes sont à température. Mais vous allez avoir des indications visuelles. Il commence un peu à halter, il est rouge, il commence à suer, peut-être il enlève une veste. Tout ça, ça commence à vous donner des indicateurs comme quoi vous êtes dans le vrai. Par contre, le point faible, entre guillemets, à tout ça, ben, c'est où est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que mon échauffement va empiéter sur ma performance? Est-ce que je ne vais pas me fatiguer avant mon effort? Et là encore, vous n'êtes pas magicien, vous n'allez pas pouvoir le deviner, mais vous allez l'estimer en fonction de la pratique, en fonction de votre participant, de son âge, de son niveau et de votre expérience personnelle. Vous serez aguerri de plus en plus à jauger, à juger si oui ou non votre athlète, votre groupe est prêt à attaquer ou non. Donc à propos des étirements, souvent on le voit, ben, des étirements passifs en début de séance. Ça se fait beaucoup parce que souvent on confond mobilité et souplesse. Donc l'étude de Schrier en 2004 démontre une diminution de l'activation musculaire de 4,5 à 7,2%. Dans cette même étude, il a été recensé lors d'un test de détente verticale une diminution de 7,5 ou plus de la performance dans 55% des cas. C'est-à-dire qu'un échauffement, d'un étirement passif, donc je plante mon talon au sol, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'étire mes ischios et j'attends. Mais en fait, je vais trop étirer mon muscle. Et du coup, ce qu'on recherche dans le sport, c'est une réponse très rapide de contracter-relâcher. On veut que le muscle réponde le plus rapidement à l'effort. Si j'étire mon muscle, que je le détends, bah lui, il se dit, OK, on va rien me demander. Pourquoi il répondrait rapidement? Alors qu'un étirement actif, un contracté-relâché ou un étiré-contracté en dynamique, bah là, je vais demander à mon muscle ce qu'il va devoir faire pendant l'effort. Ben, s'étirer, se contracter, s'étirer, se contracter. Et on le voit donc sur un test de détente verticale, vous le faites souvent au basket, ça se fait pas mal au foot US aussi, en contrôle de charge au rugby, sur soit un squat jump, soit un CMJ. On voit c'est quand même plus que significatif, c'est une baisse de 7,5%.
Ce n'est pas 1 ou 2%. 7,5, ça commence vraiment, vraiment à se faire ressentir. Et en plus de ça, ça se vérifie sur plus de la moitié des sujets. Quelques années plus tard, l'étude de Fowles et Cole indiquera que cette perte d'activation musculaire dure en moyenne 1 heure après les étirements. Vous imaginez? Donc un mauvais échauffement en utilisant des étirements passifs, ça peut vous handicaper sur une séance, parce qu'en général, vos séances, elles durent 1 heure, 1 heure et demie. Donc à tout moment, une mauvaise gestion de l'effort dès le départ, eh ben, elle empiète sur toute la séance. Et en plus, elle augmente mon risque de blessure. Mon muscle, il se dit, c'était une séance de détente. Et derrière, je lui dis, bah non, poulet, il faut envoyer, on est sur du sprint, on est sur de la force. Ah ben, il ne va pas comprendre ce qui se passe, votre corps, et vous êtes vraiment dans la mise en danger de votre groupe en termes de blessure. Wiman et Klee, quant à eux, observent que les étirements passifs ont un effet négatif sur un autre facteur de performance, la vitesse. Bah, forcément. La vitesse, c'est contracter, relâcher le plus vite possible. C'est la meilleure réponse des muscles agonistes-antagonistes. Si je les étire, bah, vous voyez, hein, un t-shirt, quand vous tirez dessus, qu'il est trop grand, il perd son élasticité, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, étirement, pourquoi pas, actif, encore mieux. Mobilité et étirement. La mobilité, je viens tendre, j'ai les jambes ici, je viens moi volontairement ouvrir en ouverture de hanche. L'étirement, c'est qu'il y a une force qui est exercée par un élastique, ce n'est pas ma contraction volontaire qui travaille. La problématique de l'échauffement, ben, j'augmente ma température corporelle, tout va bien. Si je vais trop, est-ce que je consomme trop d'énergie? Du coup, quand est-ce que mon entraînement commence ou quand est-ce que j'ai commencé ou j'ai terminé mon échauffement? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut réussir à jauger le moment où ça y est, je suis bien échauffé, ou ça y est, mon entraînement a commencé et du coup, ben, je puise dans mes réserves. Donc ça, là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va être vraiment vous, en tant que prépa, en tant que coach, qui allez réussir à jauger ça et à sensibiliser vos athlètes à l'écoute de leur corps. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que Mathilde a des questions? J'allais demander une durée approximative pour J'ai pas toi eu. d'un échauffement qui reprend tout, genre l'échauffement parfait, 20 sur 20. Mais il n'y en a pas. Parce que je ne vais pas faire Et, le même échauffement de si je fais une séance d'haltéro que si je suis avec un sport co, que je vais faire une séance de vitesse où il y a du sprint, ou si je m'échauffe pour une séance de force. Je vais peut-être mettre beaucoup plus de temps à m'échauffer sur une séance de force, étant donné que je vais déplacer des charges beaucoup plus conséquentes et que dans mon échauffement, ma montée en charge va être globalement comprise. Mais dedans, bah, faut que j'échauffe ma sangle abdominale, mes adducteurs du rachis, il faut que je travaille ma mobilité, ma souplesse, il faut que je fasse ma petite prépa mentale. Ensuite, bah, je sais que j'ai un bobo ici à tout moment. Perso, mon échauffement d'haltéro, ça me prend quasiment une demi-heure, 45 minutes. Et j'ai 1 heure et demie de séance derrière, c'est interminable. Mais parce que j'ai des pètes de tous les côtés, je me connais. du coup, de base, sur un cours de CrossFit de 1 heure, comme on a en moyenne des échauffements de 10 minutes, Voilà. c'est pas assez. Bah, c'est pas assez oui et non, mais la plupart du temps, tu le vois, c'est que les gens arrivent avant et qu'ils font déjà un peu leur vélo. Ouais. C'est aussi parce qu'il y a le facteur social, ça, faut pas le négliger. Ils viennent un peu avant, ils veulent discuter, etc. Mais c'est peut-être parce que 10 minutes, effectivement, on n'est peut-être pas dans le côté optimal. Au bout Ok. de 10 minutes, vous leur dites pas, allez, ok, on met sa Allez, charge c'est ORL, parti, on modéré. est parti plein de gaz. Bah non, c'est pas ça. Oui, il y a un échauffement, c'est une mise en train. Et le premier bloc va être très progressif, j'espère, mais la plupart du temps, c'est le cas, pour finaliser, continuer cet échauffement. Donc, il ne dure pas 10 minutes. En réalité, il en dure une quinzaine, vingtaine. Ok. Et là, on commence quand même à être dans le vrai. Une 15-20 minutes, on est quand même dans le vrai. Il faut être conscient que, amateur ou professionnel, on n'a pas 1 heure et demie d'échauffement Ah oui. à faire. Après, je réfléchis, mais souvent la partie skills, enfin, j'ai vu le cours de ce matin, c'était du squat. Et en fait, finalement, la partie skills, c'était juste la continuité de l'échauffement. En fait, c'est juste qu'il a fait prendre la barre au bout de quasiment un quart d'heure, quoi. C'est exactement ça. C'est que le skill, c'est de la technique. Qui sous-entend technique?
implique pas forcément une charge élevée. Ouais. Donc, par conséquent, c'est parfait pour m'échauffer. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que je peux faire de l'haltéro, je peux faire 1 heure et demie d'haltéro, mais avec 3 ou 4 objectifs dans la même séance en utilisant seulement le support haltéro. J'ai Mm. besoin de travailler la mobilité, je fais de l'haltéro. J'ai besoin de commencer à m'échauffer, je fais de la technique haltéro. J'ai besoin de travailler la vitesse, je fais de l'haltéro avec une barre légère. Je veux travailler ma puissance ou ma force, bah, je fais de l'haltéro avec une barre plus ou moins lourde ou en contraste de charge. Pendant 1 heure et demie, 2 heures, j'ai fait que de l'haltéro, mais j'ai travaillé 3 ou 4 choses. Ouais. C'est juste l'utilisation du support. Donc, c'est tout à fait cohérent ce que tu me dis, que le skills, OK, c'est une séance de back squat, bah, les 15 premières minutes, on va apprendre ce que c'est le routing, les gros orteils plantés dans le sol, on va apprendre ce que c'est qu'un peut-être faire un torque ou que la méthode Vassalva avec l'apnée, ce genre de choses. Tout ça, c'est du skills, mais ça sert aussi à m'échauffer et à faire ma montée en gamme. Ok. C'est pertinent pour vous, les autres, ça vous parle tout ce qu'on dit? Est-ce qu'il faut imager peut-être avec d'autres sports, imager autrement? Vous me dites, hein. Ouais, Mathéo, moi je reviens sur ta petite diapo d'avant, là. Ouais. Euh, Alors, hop, celle-là? ouais, où tu mets un peu en PLS la méthode CrossFit, j'ai l'impression. Euh, du coup, ouais, tu sais, bah, comme tu connais, hein, CrossFit, comme dit Mathilde, il y a une partie mobilité, après il y a le warm-up, tout ça, ça englobe, on va dire, l'échauffement. La mobilité, on fait beaucoup d'étirements passifs. On va se mentir, hein, pour être honnête. Euh, donc, selon cette diapo, pas bon, quoi. Non, pas bon. D'autant plus que, par définition, le CrossFit va être multi-objectif. On va travailler en même temps, enfin, dans la même séance, on peut travailler souvent un peu de force, un peu de vitesse, un peu d'explo. Et donc, effectivement, c'est contre-productif. L'idée, ça serait de faire un étirement passif, mais qui ne dépasserait pas les 8-10 secondes et d'actionner derrière notre muscle. Je dis n'importe quoi. Je prends mon élastique au bout du pied, j'étire mon ischio, et après je relâche et je viens fléchir et étendre pour réactiver mon quadri ischio. Ça, c'est du stato dynamique, on va dire. Donc, ça aide. Par contre, un étirement passif et long, bah non. C'est comme la mobilité, c'est bien, mais la mobilité active, c'est encore mieux. Si je viens juste faire mon aile de pigeon, je pose ma jambe sur la boxe et je m'avance et j'attends, bah, c'est pas le plus optimal. C'est peut-être d'essayer de l'incorporer à un mouvement ou alors de faire une partie statique et une partie dynamique où je viens réaliser le mouvement de façon un peu différente. Je le fais debout. Hop, exemple. Je suis ici pendant un moment, là, je viens étirer donc mon périforme en statique. Et puis ensuite, je viens et je m'assois, je remonte, je relâche et je recommence, etc. Et là, je fais de la mobilité active et de l'étirement actif en même temps, par exemple. Mais oui, effectivement, du moment où c'est statique et que c'est très long, bah, en fait, faut voir, on va dire qu'on peut faire l'analogie de la pâtisserie. Plus je pétris ma pâte, plus elle est molle, plus elle est tendue, plus elle est longue. Le but, c'est pas ça, c'est d'avoir le bon ratio de mon muscle, il est pas, c'est pas un bloc de pierre, mais c'est pas un chamallow non plus. D'accord. Et du coup, l'étirement passif, tu le mettrais quoi, en fin de séance ou en protocole comme ça, dans une espèce de Là, routine le ça va soir à la dépendre de maison? la séance. Parce que après une séance de vitesse ou une séance de force, pendant un certain temps après l'effort, ben, je continue à avoir des informations contractiles. Mon muscle il continue de se contracter. Si pendant qu'il est encore contracté, moi j'essaie de l'étirer, bah, Ça déchire. ouais, il y a moyen qu'il se passe un truc pas cool au niveau musculaire. Donc les étirements, oui, mais peut-être à J+2 ou sur une séance de repos, où vraiment c'est repos, et là je fais mobilité, étirement long, je vais nager un peu, ou je fais un peu de cryo naturel, genre là, mois d'octobre, novembre, je vais me foutre au lac, ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais Ok, tout de suite après la séance ou au début de séance, l'étirement passif est prolongé et pas conseillé, effectivement. ok. Je Ça change de marche. sport, moi. Ça marche pour tout le monde? Du coup, dernière question. Oui. Donc, par exemple, je vois souvent en gymnastique, et même moi, ce que je fais, je prends un élastique
et je viens mettre une tension derrière moi et je m'avance pour ouvrir la cage thoracique, l'épaule et tout ça. Ça, c'est considéré comme du passif du coup. Bah, non, parce que tu es ici et tu viens mettre Moi, du... je fais pas forcément des mouvements, hein, Mais tu viens en général faire une petite sonnette avec tes scapulas. Quelque chose où tu es vraiment ici et tu es pendu comme un jambon et t'attends. non, non, je m'avance au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure jusqu'à. Là, en fait, c'est parce que tu triches en mobilité. Tu as un problème de mobilité d'épaule et sur, par exemple, ton snatch, bah, ça va être vachement dur d'avoir ta barre si ta mobilité d'épaule est là. Donc, Ouais. tricher pour après être ici. C'est un petit peu différent. Tu viens de tricher sur ta mobilité, donc ça marche. Et surtout que la résistance élastique, plus tu t'avances, plus il y a de résistance. Donc, c'est actif parce que inconsciemment, tu vas avoir un petit mouvement quand même de stabilisation. Donc, ce genre de pratique qu'on fait beaucoup à l'élastique au CrossFit, de Ça marche, mais c'est parce et que les épaules, ça va à peu près, ça reste. surtout parce que tu dois répondre à un manque de mobilité. Mais essaie de le faire en vraiment actif et tu verras que tu auras une réponse beaucoup plus rapide. Au lieu de passer 5 minutes là-dessus, tu en passeras peut-être que 3. Ok. Donc, les conditions d'un bon échauffement musculaire. Encore des Russes dont je vais me dispenser de prononcer le prénom, vous m'excuserez. En 1964, la température dépend de la vascularisation. Il faut donc augmenter la circulation dans le muscle pour monter la température. Comme dit précédemment, la température intramusculaire idéale se situerait autour des 39 degrés. Donc, là encore, tout sport qui n'est pas cardio, bah, on nous démontre qu'il y a un intérêt à avoir une base générale de cardio. Meilleur est mon système cardio-pulmonaire, meilleure sera ma véhiculation d'oxygène et de sang. Ça vous parle? Ça vous semble logique? Est-ce qu'un strongman doit faire un tout petit peu de cardio quand même? Oui. À son échelle, oui, on ne lui demande pas de faire un marathon. Parce que meilleur sera son muscle cardiaque, meilleure sera la véhiculation d'oxygène, de sang, etc. Donc, les étirements passifs, on disait, donc il y a un risque de perte de performance, risque de blessure augmenté, effet antalgique. J'étire mon muscle, il n'y a plus aucune réponse nerveuse musculaire, et après, derrière, je lui demande de se contracter, bah, crac. Trop grande dépense en énergie, dette d'O2, fatigue excessive, niveau de glycogène bas. Bah, ça, c'est quand je m'échauffe trop. Je ne suis pas progressif, j'y vais trop fort. Et du coup, bah, j'empiète sur ma séance et même après. J'aurai une grosse fatigue post-séance si j'ai pas pris, si j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'adapter à l'effort que je vais lui demander. À l'inverse, un échauffement trop léger, bah, risque de blessure, performance non optimale, c'est ce qu'on a vu dès les 2 ou 3 premières diapos. Lorsque le corps commence un effort intense, il va utiliser l'oxygène stocké dans le sang et dans les fibres musculaires afin de répondre rapidement aux besoins d'oxygène, le temps que la filière aérobie se mette en route. En effet, cette dernière possède une inertie importante. L'organisme puisera donc dans ses réserves le temps de mise en route. Une fois l'effort stoppé, la respiration restera importante. On le voit souvent. J'ai envoyé du cardio, il me faut encore du temps avant de retrouver mon souffle. Le rythme cardiaque élevé, le temps de reconstituer les stocks de réserve de départ. Donc ça s'appelle la dette d'oxygène. C'est pas parce que je vais demander un effort intense à mon corps qu'il va dire non, non, on arrête. Il va faire en sorte de Est-ce, ouais. est-ce, est-ce que c'est pour ça, par moment, à l'échauffement, des fois, on a la sensation d'être fatigué ou bien c'est juste pour enlever ce premier souffle, en fait? Bah, en fait, quand on dit le premier souffle, c'est ça, c'est le temps d'adaptation du corps pour se rendre dans la filière aérobie. C'est exactement ça, oui. On se dit, putain, mais j'ai pas de jambes aujourd'hui, j'ai des jambes lourdes ou je suis pas dedans. Eh bien, c'est le temps d'adaptation de mon corps. C'est exactement ça, oui. Et donc, malgré que mon exercice soit terminé, comme vous le voyez, je vais avoir du temps avant de reconstituer mon stock d'oxygène. Ça marche aussi, on le verra un peu plus tard, pour la perte de poids. Ça s'appelle l'effet afterburn. Ma voiture, j'ai roulé pendant 1 heure et demie avec, je l'éteins, le moteur, il n'est pas froid, il est encore bouillant pendant 20, 25, 30 minutes. Bah, c'est le même principe. J'ai une dépense énergétique et calorique post-effort. Pour l'oxygène, c'est pareil. Je continue
d'être essoufflé. Et puis ça va de mieux en mieux. Et petit à petit, je reconstitue mes réserves d'oxygène et mes réserves énergétiques. Hop. Donc un bon échauffement, étape par étape, ça serait une activation cardio-pulmonaire. Donc via un effort cardio, je passe d'un échauffement central, bah, mes jambes tournent, mais mon cœur, il envoie du sang dans mes jambes, il envoie du sang dans mes bras, etc. Et je répands le liquide synovial dans mes articulations. Donc, je mets de l'huile, on va dire, pour pas que ça grince. Souvent, on entend en premier squat, bah, ça craque un petit peu, on est un peu raide. De faire un petit peu de cardio, ça répand le liquide synovial. Ensuite, de la mobilité spécifique. Je sais que je vais faire des overhead squats, des flexions d'arraché en français. Ben, ça serait pas mal peut-être de travailler ma mobilité en ouverture de hanche, ma mobilité de cheville, ma mobilité thoracique pour éviter que j'ai le buste devant ma barre, ce genre de choses. Ensuite, une activation musculaire générale. Bah, une fois que j'ai fait ma mobilité, je vais faire quelques squats. J'active tout mon corps sans charge. Je les fais progressivement. Je mets plus ou moins, de plus en plus d'amplitude, de fréquence. Ensuite, activation spécifique. Là encore, je sais que je vais avoir un tirage bras à faire. Ben, je prends ma barre et je commence à simplement mettre un haltéro au barre de cuisse et je viens faire un petit tirage haut à vide. Et ensuite, ben, ma montée en charge progressive, j'attaque mon premier bloc haltéro, mon premier bloc force, etc., etc. En théorie, ces étapes répondraient à l'exigence d'un bon échauffement. Là, je vous ai donné un exemple haltéro-muscu, mais ça fonctionne pour les sports co. Le jour où vous serez amené à mettre en place une mise en route euh, pour des athlètes, pour un groupe, etc. Parce que souvent, ce qui se passe, je sais que Christophe, il en a l'exemple à Dax, c'est que le matin, les joueurs ont rendez-vous à 8h30 pour l'activation. Il y a une demi-heure d'activation, donc avec mise en train générale, avec étirement, mobilité, etc. Le caisson abdominal avec des abdos érecteurs du rachis, un temps particulier pour chacun pour se mettre en route. Et ensuite, le groupe est séparé, une partie va en muscu, une partie va sur le terrain. Mais l'échauffement, il n'est pas terminé complètement parce que sur le terrain, il y aura une mise en train spécifique. Pour la muscu, il y aura une mise en train spécifique aussi. Ça vous parle tout ça? De vos expériences Petite, personnelles, comment petite vous... question juste. Ouais, dis-moi Alexandre. Moi, moi, j'ai toujours ma routine en fait quand je fais mes trucs et ça ressemble un peu à ça, sauf que l'activation cardio-pulmonaire, généralement, je la fais entre 3 et 4, tu vois, entre activation musculaire générale Ouais. et parce que en termes de cardio, activation cardio, quand t'es froid et tout, je vois pas trop. Je vois pas trop la nécessité de le faire avant la mobilité, mais Bah, en fait, justement, c'est que en faisant un cardio de basse intensité, tu répands le liquide synovial et le sang dans les articulations. En faisant ta mobilité après, donc ben, j'ai mis de l'huile, elle est au milieu de ma casserole. Et ben, en faisant ma mobilité, je répartis mon huile partout dans ma casserole pour pas que ça accroche. Est-ce que l'image, elle te parle un petit peu plus? ouais, bien sûr. Mais tu peux tout à fait faire ça de façon générale et en rajouter ici. Parce que Ouais, vous, sport co, effectivement, commencez à trottiner dans le froid. Bah, en général, on peut peut-être commencer par sa mobilité dans le vestiaire ou ce genre de choses. Ça peut marcher aussi. ouais, c'est ça, ouais. C'est plus ça. Mais je comprends l'idée. Mais bah, soyez curieux, testez des choses aussi, hein. Ouais, ok. Ouais. Ça va pas vous. Là encore, tant que c'est pas sur une séance de haute intensité que vous allez faire derrière, vous pouvez vous permettre de tester des choses. Simplement pour voir votre réaction, la réaction de votre corps. Ok. Donc, l'activation cardio-pulmonaire, ça se fera par un exercice cardio léger, 5 à 15 minutes. Et là encore, le choix de l'activation, elle va être intéressante. Euh, on va aller d'un truc très très simple. Je vais faire de l'haltéro et du crossfit. Ça peut être vachement intéressant de proposer du rameur parce que je vais avoir beaucoup de travail de tirage, travail d'extension en haltéro et en crossfit, vu que je retrouve des travails au dumbbell, etc. Là encore, j'oriente mon échauffement vers mon activité. C'est pour ça aussi qu'on fait ce fameux tour de terrain qui n'est pas très ludique,
mais en début d'entraînement, parce que j'oriente mon échauffement vers mon activité. Si je fais faire que du vélo à mes joueurs, et derrière je leur demande de courir, bah, je ne vais pas avoir échauffé exactement les zones qui seront sollicitées pendant mon échauffement. Ou alors je peux faire les deux. Cette partie, donc la mobilité spécifique, elle visera à améliorer l'amplitude gestuelle nécessaire au mouvement sportif spécifique. Il s'effectuera généralement avec des étirements actifs ou balistiques, avec ou sans charge. On intégrera également dans cette partie de l'automassage. Est-ce que vous utilisez des rouleaux de massage, des balles de massage, ce genre de choses? Ou pas Oui, un spécialement? peu. Ouais, au CrossFit, je sais que ça se fait. Au foot, tu l'utilises, Alex? Ouais, tout le temps, tous les jours. Ok. C'est toi parce que tu l'as appris ou est-ce que c'est mis en place par le club, par le prépa, ce genre de choses? Non, c'est moi, enfin, je l'ai appris comme ça, mais dans beaucoup de clubs maintenant, De plus c'est en plus utilisé. ouais, ouais, ouais. Ben, est-ce que vous pouvez, ceux qui l'utilisent, nous expliquer l'utilité d'un rouleau de massage, par exemple? Il permet de détendre les muscles. Par exemple, nous, on l'utilise souvent le lendemain de match, quand on a des courbatures, tout ça. Il Ok. permet de détendre les muscles sur une zone, enfin, sur toutes les zones définies. Et Ouais. on a aussi c'est comme un pistolet, ça s'appelle un Theragun. Et Ouais. ça permet de masser aussi, enfin, ça a la même utilité que le rouleau. Donc là, toi, tu l'utilises en récupération. Donc Pas c'est en récup, ouais. Parce que souvent, nous, les échauffements, on a une partie prévention qui est en salle, puis après sur le terrain. Donc avant les entraînements, on n'en a pas forcément besoin. ok. Donc c'est effectivement un outil post-effort, donc pour la récup, mais on peut l'utiliser en activation. En fait, mon rouleau, ma balle de massage, mon pistolet de massage, il vient échauffer la couche superficielle du muscle en première partie. Il vient ensuite commencer à stimuler le muscle pour une meilleure réponse neuromusculaire, une meilleure réponse nerveuse. Par contre, si je fais 3 allers-retours sur mon ischio, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait au moins 30 secondes de travail minimum là-dessus et on vient masser tous les fascias. Je viens m'incliner de droite, de gauche, je vais sur une longue portion. Et surtout, bah, il faut le faire intelligemment. Si je masse pas dans le sens des fibres de mon muscle, il n'y a aucun intérêt, voire c'est même contre-productif. Donc là, la connaissance anatomique, elle est intéressante. Je sais que mon pec, il est comme ça. Si je me masse comme ça, c'est pas terrible. C'est pour ça que la mobilité, ici, c'est pas terrible, alors que peut-être là, en ouverture, il y aura vachement plus de répondants. Donc là, vos connaissances, elles vont être vachement importantes pour orienter l'échauffement aussi. Donc, ce qu'on disait avec de la balistique dans les sports foot, rugby, on en fait pas mal. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne au basket. J'imagine que doit y avoir aussi, je ne sais pas s'il y a des basketteurs dans l'assemblée, il doit y avoir aussi de la balistique spécifique. Donc tout ça, ça revient, c'est ce qu'on disait, c'est que je fais du plus large au plus précis. Activation générale, donc musculaire générale, on cherchait ici une mobilisation générale en activant chaque articulation du corps à l'aide d'un mouvement polyarticulaire avec ou sans charge. Bah, c'est ce qu'on disait, j'ai fait mon vélo, j'ai fait ma mobilité, je vais faire quelques squats ou ce genre de mouvement qui vient solliciter un grand nombre de groupes musculaires pour finir de répandre mon liquide synovial, lubrifier mes articulations, continuer de faire monter un petit peu mon cardio. Est-ce que tu as, par exemple, je pense le Ken squat, celui où tu te penches, après tu finis en squat. Est-ce que si par exemple on fait, je sais pas moi, un début de Ken squat, mais que sur la remontée on fait en squat normal, ça peut être considéré comme une activation musculaire vu qu'il y a la phase de remontée ou pas du tout? Est-ce qu'on peut pas combiner les exercices un peu de mobilité avec d'activation? Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est malin, c'est l'optimisation du temps, du moment où tu prends vraiment le temps de travailler ta mobilité, au début, par exemple, pousser tes coudes, tes genoux avec tes coudes, dans le mouvement. Ensuite, tu relâches les coudes et tu demandes, enfin, tu exerces toi-même une pression extérieure pour l'ouverture de hanche. Et ensuite, tu remontes sur ton squat. Tout à fait. Tu peux l'utiliser comme ça. L'activation musculaire spécifique, donc cette partie, elle visera à accentuer la mobilisation des articulations et muscles prédominants lors de mon activité. Généralement, c'est la base du mouvement complexe, polyarticulaire avec charge externe. La plupart du temps, un élastique, une haltère.
C'est ce qu'on disait, j'ai fait mon vélo, j'ai fait ma mobilité, j'ai fait quelques squats à vide, squat jump, quelques squats. Et ensuite, bah, c'est mon échauffement, c'est ma montée en charge progressive, très, très progressive, où je décompose mon tempo. Je fais une petite pause en bas, je fais des petits pulses. Petit à petit, j'augmente un peu ma charge et ma vitesse d'exécution concentrique. Je retire mon excentrique pour continuer de m'échauffer, ce genre de choses. L'intérêt, donc c'est l'intérêt de la mobilisation, pardon, des antagonistes. Alors, est-ce que vous avez déjà le vocabulaire agoniste, antagoniste? Est-ce que ça vous parle déjà? Non. Donc, mon muscle agoniste, c'est celui qui est principalement sollicité lors du mouvement. Le muscle antagoniste, c'est celui qui est censé ne pas être sollicité, mais qui va avoir un impact direct sur la bonne réalisation de mon mouvement. Exemple, sur un biceps curl, j'ai tout intérêt à avoir échauffé mon triceps et mobilisé mon triceps pour une meilleure réalisation. Plus mon muscle antagoniste est fort, meilleure sera la réponse du muscle agoniste, parce qu'il a une action de relâchement volontaire qui va permettre une meilleure optimisation du mouvement du muscle sollicité. Est-ce que c'est assez clair? Tu pourrais répéter, s'il te plaît, la définition d'antagoniste, ça te dérange pas? Alors, mon muscle antagoniste, c'est le muscle opposé à celui que je cible en fait. Sur mon biceps curl, je viens travailler mon biceps, mais j'ai un intérêt à avoir échauffé et mobilisé mon triceps pour une meilleure réalisation de mon biceps curl. Même principe sur mon leg extension, d'avoir fait un petit échauffement ischio. Je veux travailler mon quadri, d'avoir échauffé un peu mes ischios. Je vais avoir un travail d'équipe entre ces deux muscles. La contraction, le relâchement de l'un permet la meilleure contraction de l'autre et inversement. Donc on se rappelle, plus mon antagoniste est fort, meilleure sera la réponse de mon agoniste. Et surtout, plus j'aurai un équilibre musculaire entre les deux, moins j'aurai de risque de blessure. La plupart du temps, un croisé, par exemple, un quadri trop fort, un ischio très faible. Et c'est pour ça qu'avant l'opération, on vous bombarde les ischios. Ceux qui, malheureusement, et je touche du bois, j'en fais pas partie, ont subi une opération du ligament croisé. Avant l'opération, on vous fait travailler très très fort vos ischios. Ça a un intérêt. La mise en charge, donc cette dernière partie de l'échauffement, a pour but de se rapprocher au maximum de la pratique sportive de l'athlète en effectuant le geste sportif avec une intensité progressive. C'est mon back squat, c'est ma montée en charge au soulevé de terre, exemple. En musculation, on effectuera des séries de plus en plus lourdes pour s'approcher de la charge à travail. C'est ma gamme montante. Des sauts de plus en plus longs pour un sauteur en longueur. C'est là aussi où je vais incorporer mon tempo. Avant ça, peut-être que je retenais ma descente pour travailler mon excentrique, je remontais tranquillement, etc. Dans ma gamme montante, ça va être très important de commencer à intégrer votre tempo pour familiariser votre athlète à ce que vous allez lui demander, et aussi pour familiariser son corps et les connexions neuromusculaires. Ok, tu as fait du 1-1-1-1 pendant 15 minutes que tu t'es échauffé. Première série, je te demande de mettre du X, l'intention de vitesse maximum. Ouf. Ah non, je ne suis pas prêt du tout là. Alors qu'en l'incorporant dans mes séries montantes, je vais avoir une meilleure réponse nerveuse, une meilleure réponse neuromusculaire lors de ma première série efficiente. C'est comme pour les footballeurs, les rugbyman qui tapent les coups francs ou les pénalités. C'est pas parce que j'en ai un plus proche ou plus loin. En théorie, je suis censé avoir ma même routine, le taper de la même façon que je sois proche ou loin. Souvent, moi, au rugby, ça arrive plus souvent, c'est qu'on se relâche face au poteau et à 15 mètres, et puis c'est là qu'on envoie des saucisses. Parce que moi, je ne vais pas mettre de la force, je suis juste en face. Ah non, c'est pas vrai. Il faut essayer de reproduire le même geste le plus souvent possible pour que ce soit automatique. Donc, votre série gamme montante, elle rend automatique votre tempo. Petite question, ça n'a rien à voir, mais comme tu as parlé de X, c'était pour le paramètre d'effort, notamment les tableaux là, qu'on avait à remplir. Oui. Euh, Par exemple, si on fait de la force-vitesse et on demande de l'explosivité, donc on met X en temps
temps sous charge, enfin sous tension. Comment on le note après dans la case TST? Alors, donc on rappelle qu'on utilise le X de deux façons, en intention et en réalisation. Si je suis à 100% du RM, je mets un X en intention. Je veux aller le plus vite possible parce que si je ne le mets pas, je ne vais pas provoquer le stimuli nécessaire au déplacement de ma charge. Je vais subir ma charge. Donc, quoi qu'il en soit, je mets toujours du X en force, en concentrique. Ok. Que en réalisation ou en intention, ça dure 1 seconde ou 4 secondes, je le noterai pour 1 seconde. Donc 1-1-X1, c'est jamais que 4 secondes sous tension. Que je mette 4 secondes à remonter, juste en concentrique, ou que j'en mette une. Peu importe, on le comptera en 1 seconde. Ok. Et donc on l'utilise pour la force-vitesse, pour l'explo, pour la vitesse, pour la puissance. À chaque fois, vous mettez du X dans vos tempos. Ok. Ça se fait aussi en masse, en hypertrophie myofibrillaire, mais sur des paramètres d'effort qui sont très, 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 très proches de la force. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard en prépa physique. C'est parce que je viens développer ma force en même temps que je peux développer ma masse, pas mon volume. On verra un peu plus. Si par exemple ton tempo c'est 2-1-X1, Oui. Le temps sous tension, tu mets pas 2 plus X. Non. C'est 2 Ah, secondes, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Même si mon X, il est là. ok, ça Addition. marche. C'est pour ça, je ne sais plus qui m'a rendu un devoir en me mettant un tempo, le temps sous tension 20 secondes, mais j'avais pas de volume et j'avais pas de série, pas de répétition. Comment je peux calculer mon TSTT, mon temps sous tension total, sans que je spécifie le nombre de séries et de répétitions? C'est pas possible. Il me le faut absolument. Pareil pour la récup. Ça en fait partie. Ok. Donc, exemple d'échauffement en haltéro pour une séance d'arraché. Je fais 5 minutes de rameur. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ma triple extension. Ça se rapproche très fortement du mouvement en haltéro. L'automassage chaîne postérieure et érecteur du rachis, parce qu'ils vont être très sollicités pendant l'haltéro. On l'a dit, je ne sais plus à quel cours, étant donné que ma charge sur le matériel en muscu, quand on a parlé de la barre hexagonale. Vu que ma charge est vers l'avant, je vais mettre plus en tension ma chaîne postérieure. L'haltéro, c'est exclusivement ça. Ensuite, je vais avoir un besoin pour mon arraché de mobilité d'épaule et de mobilité thoracique. Ouais, Jérôme, dis-moi. Du coup, l'automassage, tu le fais après le rameur. Tu fais pas avant. Après, ouais. En Ok. fait, de façon générale, on commencera le plus souvent par le cardio. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est le cardio, c'est j'allume ma plaque de cuisson, je mets l'huile au milieu. Et c'est ensuite l'automassage, c'est avec ma spatule que je viens répandre mon huile. Ok. Mise dans l'articulation, mais je ne l'ai pas mobilisée. Une fois que l'huile elle est dans mon coude, ah bah tiens, là ça y est, je la répands, je la répands. Ah, ça y est, je l'ai partout. C'est le même principe. Donc mobilité d'épaule et thoracique, mobilité chaîne-poste, travail en chaîne postérieure. Circuit d'activation générale, squat good morning, développé militaire, donc c'est notre keg squat, je fais un développé militaire, un peu de tirage avec une charge non significative. C'est par exemple là que vous utiliserez la charge absolue. Ok, dans ton circuit d'activation, tu vas prendre une barre à vide, donc barre à 20 kg. Tu fais un peu de good morning, après tu fais des développés militaires, tu t'inclines, tu fais du rowing. Dans mon paramètre d'effort, j'ai utilisé charge absolue, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'avoir une charge plus conséquente. Ensuite, activation spécifique, tirage bras d'arraché, flexion d'arraché. Donc, tirage bras d'arraché, on se rappelle, on l'a. Je tire. Et ensuite, ma flexion d'arraché, c'est mon overhead squat. Et après, ma gamme montante pour enclencher ma séance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce qu'il faut imager différemment? Vous n'hésitez pas. Et, par exemple, sur cet échauffement-là, parce que moi, je vois au foot, on ne fait pas un échauffement si long. Est-ce que, parce que, par exemple, nous, je vois que si on fait un échauffement trop long, trop long, il y en a qui, à la fin, font pas les exercices parce qu'ils en ont marre un peu. C'est-à-dire, après ça, faut savoir le doser aussi par rapport au public qu'on a en face, c'est ça? Exactement.
Et d'autant plus dans ta tranche d'âge où la capacité de concentration, elle est réduite. Hmm. Effectivement, passer 1 heure, bah, j'en ai marre, c'est une tannée. Donc là, ça peut être intéressant. Par exemple, le renforcement un peu secondaire, on va dire, de le placer dès l'échauffement. Hmm. Des petites charges ou du travail en fléchisseur de hanche. Tu sais, simplement avec un élastique au pied, tu viens monter le genou pour travailler le Ouais. ce genre de Hmm. choses. Souvent, chez les adultes, on le met à la fin parce que c'est pas énergivore, que j'ai fait ma séance et que c'est terminé. Chez les jeunes, peut-être le mettre un peu au début, ça fera dans une routine d'échauffement et je gagne du temps un petit peu dans ma séance. Donc effectivement, ouais, ce sera ton rôle à toi d'organiser ton échauffement aussi en fonction de la connaissance de ton public. D'accord. Un exemple pour le rugby, donc poste délié, je vais faire 10 minutes d'échauffement, automassage chaîne poste quadri, bah parce qu'en ailier, c'est un poste où je vais supposer que je vais avoir beaucoup de travail de vitesse, d'appui, de changement de direction. Donc, une grosse sollicitation de la chaîne postérieure et de mes quadris. Voilà, c'est pour ma stabilisation de genou. Étirement actif et balistique général. C'est ce qu'on disait. Je viens étirer mon ischio et derrière, j'active. Ou je vais faire ma balistique. OK? Et ensuite, Balistique, c'est quoi, pardon? C'est c'est un les- truc. alors on le définira un petit peu plus tard, mais c'est les mouvements que tu vas faire type balancier. D'accord, ok. Et donc ensuite, ben, activation spécifique, circuit de course, changement de direction avec une intensité progressive. Et ensuite, je me dirige vers mon échauffement collectif où on mettra en place notre séance de vitesse, d'appui, ce genre de choses. Et ça pourrait tout à fait marcher pour si je mets foot à la place de rugby pour un poste d'attaquant, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Tu vois, Ouais, dis-moi, Jérôme. tu vois, moi, par rapport au public, quand j'étais en activité au foot, on avait tous une routine et du travail de prévention à faire en salle. On arrivait souvent 1 heure avant la séance. Ouais, tout à fait. Et la difficulté quand tu es prépa physique, en fait, donc tu avais pour quasiment la totalité du groupe, travail de prévention routine. Tout Mais après, tu sais, comme ça, sur un groupe, il y en a qui le faisaient pas. à fait. Du coup, il avait imposé un pré-échauffement. Donc, c'était tout ce qui est balistique, machin, compagnie. Il avait imposé ça. Et ensuite, après, on partait sur le terrain et on faisait un échauffement. Oui. Et du coup, la personne qui fait son travail de prévention de routine très bien, qui ensuite est obligé de refaire un pré-échauffement alors qu'il est déjà bien, après, on refait un échauffement, là, ça faisait trop. Alors, tu as Tu étais obligé de le faire parce que t'avais sur 20 joueurs, tu en avais 6-7 qui allaient en salle et qui étaient comme ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est la problématique des sports collectifs. C'est de faire prendre conscience à chacun que ben, c'est mettre l'individualité au service du collectif. Si moi, je suis mal échauffé et que ben, du coup, je ne fais pas le taf sur le terrain et que c'est toi qui es obligé de le faire, ben, on ne va pas avoir la même gestion de la fatigue. Donc, tu auras un plus gros risque de blessure parce que tu as une plus grosse charge de travail. Et moi, j'ai un plus gros risque de blessure parce que je me suis branlé. Et que peut-être l'action derrière, oh putain, il faut que je rattrape le coup, clac, mon ischio. Donc, ça, c'est la problématique des cours, des groupes en général. Ensuite, il y a une autre façon de voir les choses. C'est ce que je disais hier, abondance de biens ne nuit pas. Bah, double prévention de blessure. C'est de la prévention de blessure, et puis bah, au pire des cas, tu refais, bah, ce sera du renforcement ciblé. En général, la prévention de blessure, elle n'est pas énergivore. Ça va être du travail en excentrique tes ischios. Au rugby, ça va être du travail cervical. C'est pas énergivore, c'est pas assez énergivore pour entamer ton échauffement, Ok. pour entamer ta condition physique, en théorie. Effectivement, si tu dois bouffer double séance de force parce que l'autre, il sait pas bouger à côté, et là, c'est complètement différent. Mais pour de la prévention de blessure, en général, les exercices mis en place sont pas assez énergivores pour entamer ta condition physique. J'ai une question, moi, par rapport à cet échauffement encore. Ouais, dis-moi. Est-ce que si tu es habitué à faire du coup, des gros échauffements de ça,
est-ce que ton corps s'habitue? Et du coup, si un jour tu arrives en retard et que tu t'es pas échauffé, tu favorises, tu un risque de blessure qui est augmenté du fait que ton corps est habitué à un échauffement conséquent d'habitude avant l'effort. Malheureusement, je te répondrai oui. Mais parce que tu t'échauffes abondamment, parce que tu en as besoin. Pas juste parce que faut le faire. C'est que si tu prends tout ce temps, c'est parce que ton corps en a besoin. Donc effectivement, le jour où tu le fais pas, tu limites moins le facteur chance, on va dire. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'il y a une telle rigueur du timing dans les sports professionnels. C'est que, chaque minute va compter, autant pour l'optimisation de la performance que pour limiter la blessure. C'est pour ça que maintenant, il y a les GPS pour la gestion de l'effort, et ce genre de choses. C'est qu'une minute de trop dans la mauvaise intensité, c'est peut-être la minute où il va se passer quelque chose. Le rôle du prépa, le rôle de tous ces paramètres d'effort, c'est de, oui, certes, provoquer une progression, mais c'est aussi de limiter le facteur chance et donc le risque de blessure. Vous avez un double rôle. Et surtout, vous avez le rôle de l'ombre. Oh putain, l'équipe gagne, l'entraîneur est trop bon. Putain, ils sont tous blessés. Le prépa, il est à chier. C'est ingrat. Alors que peut-être que techniquement, les joueurs ne sont pas incroyables, mais par contre, ils sont tellement en forme qu'ils compensent par le physique. Mais tout ce qu'on retiendra, non, non, ils sont bons, c'est que le coach, il est bon. Et à l'inverse, si ça ne marche pas, ils ne sont pas en forme. Toujours la faute du prépa. Donc vous aurez, sauf ceux, et je crois que c'est ton cas, Fred, si je ne me trompe pas, toi tu es technicien et bientôt, donc si tout se passe bien cette année, prépa. Toi, tu seras cause de tout, positif ou négatif. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais après, mais bon, il faut veiller à tout ça. On n'a pas le choix. Comme Exact. disait Jérôme tout à l'heure, moi, quand j'ai été à Valenciennes, Mhm. à ce qu'il disait Jérôme, je voyais Sébastien Roudet. C'était lui le plus âgé des vestiaires. Par contre, il lui fallait sa demi-heure d'étirement, d'échauffement. Ouais, Perso, perso. Après, il y avait le prépa physique qu'il avait mis du collectif. Mais lui, tellement il maîtrisait son corps, il lui fallait sa demi-heure. ouais, exactement. Et tant qu'il ne la faisait pas, il s'arrangeait toujours à ce qu'il termine sa demi-heure avant le début d'entraînement. Oui, 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 voilà. Et ça, après, c'est votre sensibilisation. Si vous savez que un joueur a un besoin spécifique, soit vous lui faites comprendre qu'il faut qu'il arrive un peu avant, soit vous arrivez à organiser la séance où il y a du temps individuel pour l'échauffement. Ça dépend aussi du milieu professionnel ou pas. J'ai la chance d'intervenir avec Christophe Adax à petite échelle, donc là c'est professionnel. Ils sont dédiés à l'effort, c'est leur métier. Mais j'interviens aussi dans un club de rugby amateur en Fédéral 3. Et j'ai que 2 entraînements par semaine. Je suis obligé de timer tout absolument pour être le plus efficace possible. Et j'ai des joueurs qui ont des besoins spécifiques. Je leur ai dit, je suis bien conscient, j'ai pas le temps, j'ai 1 heure et demie d'entraînement. Tiens ta routine d'échauffement. Si tu peux, arrive 15 minutes avant pour la faire. Parce que j'ai matériellement pas le temps de faire plus d'une demi-heure d'échauffement ou 20 minutes. Mm. Pour moi, c'en est tout pour le cours sur l'échauffement. Si vous avez des questions, je suis dispo, que ce soit maintenant ou le temps d'assimiler le cours, vous revenez vers moi derrière. Concernant les devoirs, je suis en train de corriger, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il me reste 4 ou 5 devoirs sur les paramètres d'effort. Et je le disais tout à l'heure, j'en ai un ou deux où j'ai pas de nom, prénom, donc je ne pourrais pas vous corriger. Donc si vous l'avez envoyé et que je ne reviens pas vers vous, c'est que vous avez peut-être oublié de mettre votre nom, prénom. Pour l'altéro, si les documents sont trop volumineux, vous remplissez la grille dans la plateforme et vous m'envoyez les vidéos en privé sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Et moi, après, je vous fais un retour. Par exemple, pour Bastien, on a évoqué un léger manque de mobilité. Je vous donnerai des petits axes d'amélioration. Pour le moment, je ne vous donne pas les réponses de comment le travailler. Je vous dis simplement, il y a peut-être un problème d'extension, de mobilité, de trajectoire de barre. Et à vous peut-être de chercher un petit peu de votre côté. Et après, on reviendra dessus. Je vous apporterai les connaissances nécessaires.
Le nom sur le devoir, je suis en train d'y réfléchir, c'est mettre le nom quand on l'envoie sur la zone de dépôt, nom, prénom, mail. Je vais vous dire les deux parce que du coup, des fois, j'ai le nom quand on me transfère le devoir de Ouais. qui me l'a envoyé et des fois, je ne sais pas pourquoi ça ne le met pas. Donc, au pire des cas, remplissez-le sur le devoir directement en plus de sur la plateforme. Comme ça, je suis sûr de. Sur le devoir, j'ai renommé le fichier normalement avec la porte Mathilde, mais c'est sur le fichier du coup, Ouais, bah, je l'aurai du coup, ça le fait. je pense. Tu me mets le doute. Ouais, voilà, encore toi. Je vais aller voir. Parfait. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous libère pour ce matin. On se retrouve. Vous avez un cours via la plateforme YouTube. Vous avez le lien sur, je crois que c'est les ERP et sport et institutions. Donc ça, c'est Loïc qui gérera. Et nous, on se retrouve jeudi, je crois, pour un autre cours dont j'ai oublié, le système cardiovasculaire. Donc on va être dans la prolongation de l'échauffement. On va être dans la prolongation de l'échauffement. Je vous souhaite une bonne journée et je suis dispo mais si vous avez besoin pour un visio ou autre, si vous avez besoin d'informations. Merci beaucoup. Passez une bonne Allez. journée. Merci à vous.